Bonjour les amis, ici le docteur Baréli Jean-Marc, vidéo numéro 4 à propos des urgences, de la crise aux urgences, de l'urgentiste, de sa formation, etc. etc. Pour rappel, lors de la première partie, donc vidéo numéro 1, je vous ai parlé des études de médecine en général, pour voir un petit peu le profil de base de l'urgentiste. Lors de la vidéo numéro 2, je vous ai parlé plutôt de la formation de l'urgentiste et de son profil de carrière. Lors de la vidéo numéro 3, je vous ai parlé du travail de l'urgentiste au quotidien, c'est vraiment sur le terrain. Dans cette vidéo numéro 4, je vais donc vous parler des urgences en général, du fonctionnement des urgences et de ce monde merveilleux des urgences. Alors, aux urgences, se côtoient des tas de personnes, des tas de professions, des tas de profils de carrière, des tas de patients qui se retrouvent aux urgences et des tas de professionnels qui gravitent autour de tout cela, en sachant que bien entendu le patient est au centre de tout. Mais je vais surtout vous parler cette fois-ci des professionnels de santé qui travaillent aux urgences et croyez-moi, ils sont nombreux. Alors, bien entendu, il y a le médecin urgentiste. Bon, ça, je vous en ai déjà bien parlé durant les 3 premières vidéos. Il y a aussi des infirmières. Alors, l'infirmière qui travaille aux urgences, alors je dis infirmière d'une façon générale on va dire par habitude, mais il y a des infirmiers, bien entendu. Il n'y a pas que des infirmières. Mais par habitude, je vous dirais infirmière parce que j'ai toujours été habitué depuis mon plus jeune âge à ce qu'une infirmière soit une femme. Alors certes, les choses changent, mais dans ma tête, une infirmière, c'est une infirmière, même si j'ai eu des amis et j'ai des amis qui sont infirmiers. Alors, l'infirmière aux urgences... c'est une profession qui est un petit peu à part. C'est une profession qui est à Bac+3. Donc, en fait, lorsqu'on veut faire des études d'infirmier, on a le bac, puis après on passe une sorte de concours ou d'examen poussé, et après on a 3 ans de formation, donc théorique et pratique. J'ai moi-même donné pendant de très nombreuses années des cours aux écoles d'infirmières, ce qu'on appelle IFSI. Je peux vous dire que la formation théorique des infirmières est quand même de valeur poussée et solide. Ce n'est qu'après les 3 ans d'études et de formation que les infirmières vont choisir un petit peu leur voie, on va dire leur spécialité, même s'il n'y a pas vraiment de spécialité comme les internes en médecine. C'est-à-dire une infirmière termine ses études et puis après elle va choisir, si elle décide de rester à l'hôpital, elle va choisir un service et puis elle se formera, on va dire, un petit peu sur le tas. Donc les infirmières, un peu comme pour les médecins, ont plusieurs choix. Elles peuvent choisir de travailler en libéral, donc c'est les infirmières à domicile qui viennent vous faire les piqûres, ou quand vous allez au cabinet, vous faire enlever les points de suture, etc. Celles qui vont vous faire les pansements, ou celles qui vont faire des soins bien plus lourds pour les gens qui sont en HAD, en hospitalisation à domicile. L'infirmière a bien entendu un rôle central et primordial dans notre système de santé. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais dans le système de santé, il n'y a pas que le médecin, loin s'en faut. Les infirmières ont un rôle pratiquement tout aussi important. Donc, au sein des urgences, il y a aussi des infirmières, bien entendu. Je dirais même surtout des infirmières, parce que ce sont elles qui tiennent un service d'urgence. On peut dire qu'un service d'urgence est leur service. Parce que les médecins sont beaucoup plus mobiles. Les médecins, dans leur tête, sont plus artistes, sont plus indépendants. Ils sont plus mobiles. Les infirmières, elles sont plutôt ancrées dans un territoire, dans un terroir. Et l'infirmière aux urgences, elle se sent un peu chez elle. Ce sont ses urgences, ce sont les urgences de sa ville. Elle est vraiment très attachée
à son hôpital. Elle est très attachée souvent à sa ville, à sa région. Alors bon, les infirmières sont certes mobiles, bien entendu, ça va de soi, mais elles le sont quand même beaucoup moins que les médecins. Et les infirmières, quand elles décident de s'investir dans un service, elles s'investissent vraiment à 100%. Donc l'infirmière dans un service d'urgence est une personne vraiment très importante, beaucoup plus importante qu'on ne le croit, et beaucoup plus importante que pensent les patients, que le pensent les patients. Donc ça, c'est les infirmières. On en reparlera. L'infirmière urgentiste n'est pas spécialisée dans les urgences. Elle n'a pas de spécialisation. C'est une infirmière qui travaille aux urgences. Ce n'est pas une infirmière urgentiste, comme nous avons des médecins urgentistes, c'est une spécialité. L'infirmière, ce n'est pas une infirmière anesthésiste, ce n'est pas une infirmière formée pour cela. C'est une infirmière qui évolue aux urgences et qui, au bout d'un certain nombre d'années, a acquis tellement de savoir-faire, d'expérience, a tellement appris de gestes techniques, et puis son expérience fait qu'elle va sentir l'urgence même. On peut dire qu'au bout d'un certain temps, une infirmière a un profil d'infirmière urgentiste. Donc je vous ai parlé des médecins, je vous ai parlé des infirmières, bien entendu, ce sont les deux personnes les plus importantes pour soigner les gens. Néanmoins, ces deux professions-là se font aider par des aides-soignants. L'aide-soignant, comme son nom l'indique, il aide à soigner. C'est un professionnel qui a fait 1 an de formation. C'est un professionnel de santé. C'est une profession en fait qui aide énormément l'infirmière dans le soin, dans ses tâches techniques, mais aussi l'aide-soignant va veiller à ce que l'hygiène du patient soit parfaite. Donc il va laver le patient, lui changer les couches, s'il vomit, s'il se pisse dessus ou s'il se chie dessus, c'est l'aide-soignant qui va nettoyer tout ça. C'est l'aide-soignant qui installe les gens dans les brancards, c'est l'aide-soignant qui veille à ce que tout soit fluide, à ce que tout se passe bien. L'aide-soignant va aider l'infirmière dans tous ses gestes techniques. Souvent, l'infirmière et l'aide-soignant sont un binôme, ils vont travailler ensemble. L'aide-soignant, en fait, peut prendre une place importante au sein des urgences, surtout si l'aide-soignant a une certaine expérience. Donc, aux urgences, vous avez 3 groupes de professionnels de santé. Vous avez le médecin, vous avez l'infirmière et vous avez l'aide-soignant. Pour les infirmières et les aides-soignants, aux urgences, vous avez une sorte de responsable, c'est un peu leur chef. C'est ce qu'on appelle la cadre infirmière. Donc c'est une personne souvent déjà expérimentée ou ancienne infirmière. C'est une ancienne infirmière qui a fait des études supplémentaires pour apprendre à gérer une équipe. Voilà, c'est elle qui fait un peu les plannings des infirmières et des aides-soignants et des ambulanciers aussi. La cadre, c'est elle la cadre ou le cadre, c'est celui qui va s'occuper un petit peu de l'organisation des urgences, qui sera responsable un petit peu de la gestion du matériel, des médicaments, des locaux, etc., etc. Donc, médecin, infirmière, aide-soignant. Mais il n'y a pas que ça aux urgences. Il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des ambulanciers. Là, je dis ambulancier et non pas ambulancière parce que d'une façon générale, l'ambulancier est un homme. Autant l'infirmière et l'aide-soignante, ce sont plutôt des femmes, autant l'ambulancier est plutôt un homme. Alors, quel est le rôle de l'ambulancier? En fait, son rôle primordial, c'est bien entendu lorsque on sort en SMUR. Lorsqu'on sort en SMUR, c'est l'ambulancier qui est au volant. Il a fait une formation spécifique pour, bien entendu, bien conduire dans l'urgence, donc vite, en ville, avec des gyrophares, etc. Donc l'ambulancier est là surtout pour transporter l'équipe médecin-infirmière d'un point A à un point B en toute sécurité, mais ambulancier, c'est bien plus que ça. L'ambulancier connaît tout le matériel qui se trouve dans la voiture de SMUR.
C'est-à-dire qu'en cas d'intervention, lorsqu'on sort en SMUR, c'est vraiment une équipe de 3 qui sera soudée pour agir de façon optimale pour soigner le patient. Donc en fait, le médecin, bon, bah, il a ce rôle de médecin. L'infirmière va surtout mettre une voie veineuse en SMUR et puis bon, mettre les médicaments. Et l'ambulancier veillera à nous donner le matériel qu'il nous faut, tout cela assez rapidement, bien entendu, afin que le soin soit optimal. Donc le rôle de l'ambulancier en SMUR est primordial. Il y a encore des SMUR en France où il n'y a aucun ambulancier, où c'est l'infirmière et le médecin qui sortent. Je pense que ça ne devrait plus exister. Mais malheureusement, comme vous le savez, étant donné qu'on est dans un dogme et dans une idéologie de compression d'effectifs, eh on ne met pas des ambulanciers dans certains SMUR. Bon, j'espère que cela changera. Et quand il n'y a pas de sortie SMUR, l'ambulancier est là aux urgences, là aussi pour aider à l'accueil, il fait du brancardage, il rend service, etc., etc. Donc ça, c'est l'ambulancier. L'ambulancier n'est pas officiellement un professionnel de santé, mais en tout cas, pour moi et pour les urgentistes et les soignants en général, l'ambulancier est un professionnel de santé. Il est dans le soin, il fait partie de l'équipe de ceux qui soignent. En plus de cela, aux urgences, vous avez des secrétaires. Alors, vous avez 2 types de secrétaires. Vous avez la secrétaire d'accueil, donc celle qui va accueillir le patient qui se présente aux urgences. Et puis, vous avez aussi les secrétaires qui sont à côté dans des bureaux au sein du service des urgences, qui taperont les comptes rendus, qui assureront, on va dire, le service après-vente, plus ou moins, des gens qui se sont présentés aux urgences. Le gros problème de ce métier-là, qui est un métier primordial au sein d'un service d'urgence, c'est elles qui vont assurer la tâche administrative et tout le contexte administratif des urgences. Parce que bon, les soignants ne sont pas là pour faire toutes ces tâches administratives. Donc quand un service d'urgence a la chance d'avoir des secrétaires, c'est très bien. Là aussi, à cause des compressions d'effectifs, à cause du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 mis à l'époque de Sarkozy-Fillon, ce sont les secrétaires surtout qui ont fait les frais de cette nouvelle idéologie, ce qui fait que vous avez des services d'urgence en France où vous n'avez plus de secrétaires. C'est-à-dire que quand les gens appellent les urgences parce que ils n'ont plus de bons de transport ou pour un service après-vente, d'arrêt de travail, d'arrêt maladie, je sais pas, pour un problème lambda, ils ne retrouvent plus leurs lunettes, la personne âgée aurait oublié sa canne au service des urgences, etc. Enfin, tous les motifs de service après-vente dont s'occupaient à une époque les secrétaires, et ben là, c'est le médecin urgentiste ou l'infirmière qui doivent s'occuper de ça. Donc, vous avez des hôpitaux où le médecin, quand il est en train de soigner une personne, vous avez le téléphone qui sonne, et vous avez à l'autre bout du fil un patient qui est venu aux urgences 3 jours avant, qui ne retrouve pas son bon de transport ou qui ne retrouve pas ses lunettes. Voilà. Donc ça rentre dans cette fameuse rupture de tâche si néfaste et si délétère pour le médecin urgentiste. Donc médecin, infirmière, aide-soignant, ambulancier, secrétaire, on peut dire que c'est le noyau dur du service d'urgence. C'est vraiment les gens qui travaillent aux urgences. Et puis, autour de ce service d'urgence gravitent des gens et des professions qui sont, bien entendu, absolument primordiales pour la chaîne de soins. Vous avez ce qu'on appelle le manip radio, le manipulateur radio. Le manipulateur radio, c'est celui qui va faire des radios lorsque l'urgentiste demande une radio ou un scanner, ou une IRM. Bref, pour tout ce qui est imagerie, et c'est devenu très important aux urgences pour avoir des diagnostics, pour tout ce qui concerne l'imagerie, vous aurez affaire au manip radio. De la même façon, pour tout ce qui concerne les prises de sang, donc la biologie, vous aurez ce qu'on appelle un laborantin.
c'est la personne qui recevra les tubes de prise de sang, qui les mettra dans des machines, qui saura faire fonctionner les machines pour donner 3/4 d'heure, 1 heure après, le résultat de la prise de sang qui a été faite aux urgences. Donc, manipulateur radio, laborantin, deux professions très importantes et qui sont bien entendu consubstantielles au bon service, au bon fonctionnement d'un service d'urgence. Ça, c'est très important. Puis, un peu plus éloigné des urgences, surtout dans les grands hôpitaux, vous avez les brancardiers. Donc, quand un patient aux urgences doit être hospitalisé dans un service, ce sont des brancardiers qui viendront chercher le patient aux urgences pour le mettre dans un service. Là aussi, malheureusement, à cause des compressions d'effectifs datant depuis 15 ans, 15-20 ans à peu près, des brancardiers, il y en a de moins en moins. Donc, qui c'est qui fait le travail de brancardier? L'ambulancier, l'aide-soignante, des fois l'infirmière, parfois même des médecins ou des internes, bref, celui qui se retrouve là. Ce sont quand même souvent officiellement les ambulanciers qui font le brancardage. Parce que, bien entendu, on ne sort pas tout le temps en SMUR, loin de là. Donc il faut bien qu'en journée, quand on ne sort pas en SMUR, il faut bien que ce soit l'ambulancier qui brancarde. Et puis vous avez aussi les veilleurs et les gens de la sécurité à l'hôpital, parce que comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, parfois on a affaire à des gens très agressifs aux urgences, très agités, très agressifs. Des fois même des gens dangereux. C'est pas la pauvre infirmière ni l'aide-soignante et le médecin crevé de temps de garde qui vont essayer de maîtriser un forcené. Donc vu qu'on est au sein d'une structure quand même relativement importante qui est l'hôpital, on va appeler les veilleurs ou les gens de la sécurité. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'hôpital au niveau social est devenu très important dans beaucoup de villes. Dans des tas de villes de taille moyenne et petite, l'hôpital est devenu le premier employeur de la ville. C'est-à-dire que l'hôpital a une place, a un rôle social dans des centaines de villes en France qui est primordial. C'est le premier employeur de la ville. Si l'hôpital ferme, c'est une ville qui est en très grande difficulté. Souvent, dans une ville, vous avez 3 employeurs. Une ville française, parce que, étant donné qu'en France, nous n'avons pratiquement plus aucune industrie, là aussi, merci les mondialistes, les globalistes et autres européistes, la France n'a pratiquement plus aucune industrie. Donc, le premier employeur dans une ville, c'est facile, c'est la mairie, l'hôpital et le carrefour ou centre Leclerc avoisinant. Voilà, en gros, si on veut faire un raccourci très rapide, c'est mairie, centre hospitalier, le Leclerc ou le carrefour de la ville. Voilà. Donc revenons à tous les gens qui gravitent autour du service d'urgence. Vous avez donc les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers, les secrétaires, les laborantins, les manipulateurs radio. Les manipulateurs radio, on les voit bien plus souvent que les laborantins parce que des fois, ils doivent venir au sein du service des urgences faire une radio à des gens qui ne peuvent pas être transportés vers le service de radiologie. Et les veilleurs, on les voit de temps en temps, en tout cas les gens de la sécurité, on les voit de temps en temps aux urgences, ils nous rendent un sacré service. Certains services d'urgence en France, les grosses structures, les CHU ou les très gros hôpitaux, ont des personnels de sécurité au sein même du service d'urgence. Et c'est pas propre à tous les hôpitaux. Vous avez des petits hôpitaux, j'ai travaillé dans des tas de petits hôpitaux où il n'y avait bien entendu personne à l'accueil, aucune personne faisant la sécurité à l'accueil. C'est-à-dire nous devons nous débrouiller jusqu'à ce que les gens de la sécurité arrivent et des fois ils mettent 3 à 5 minutes à venir parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Donc ça, c'est au sein des urgences, au sein de l'hôpital. Et puis vous avez tous les gens en dehors de l'hôpital
qui gravitent de plus loin et qui se retrouveront aux urgences, que l'on voit d'ailleurs très très souvent, bien entendu, qui fonctionnent de facto, parce que souvent c'est leur métier, avec les urgences. Donc vous avez qui? Vous avez en premier lieu les pompiers. Les pompiers, très gros pourvoyeurs de patients aux urgences. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, vous avez un accident de sport, vous vous cassez la jambe, c'est les pompiers. Hein. Vous faites une chute de cheval, vous faites une chute de cheval, vous ne pouvez pas vous relever, vous êtes cassé une hanche, c'est les pompiers. Vous chutez d'un arbre de 3,50 m, c'est les pompiers. Donc, c'est les pompiers qui viendront vous chercher. Alors, bien entendu, les pompiers, quand ils arrivent sur place, ils passent un bilan au 18, à leur régulation à eux, et ils passent aussi un bilan au centre 15. Si vraiment le patient est gravement atteint, c'est le SMUR qui sortira. Mais dans la très grande majorité des cas, je dirais 19 fois sur 20, les pompiers transportent le patient aux urgences. Donc ça, c'est les pompiers. On les voit tous les jours aux urgences. Hein. Ils viennent régulièrement. Ça, c'est du fréquent, c'est du chronique. Puis après, vous avez les ambulanciers. L'ambulance. Donc l'ambulance... alors, il faut distinguer les ambulanciers du SMUR, qui est une formation spécifique pour pouvoir travailler en SMUR, des ambulanciers, on va dire, non urgentistes, qui vont transporter les gens du domicile jusqu'aux urgences. C'est pas exactement la même chose. Alors, vous avez les ambulanciers. Les ambulanciers, ils viennent d'où? Ils viennent... si on veut faire un schéma grossier... Les pompiers vont ramener des jeunes, les ambulanciers vont ramener des personnes âgées, en gros. Parce que les pompiers, ils sortent sur la voie publique et les ambulances vont plutôt au domicile du patient, mais aussi dans les EHPAD et autres maisons de retraite. Donc, aux urgences, quand on travaille aux urgences, quand on voit une ambulance qui arrive, c'est qu'elle vient souvent d'une maison de retraite, d'une EHPAD. On va dire c'est 3 fois sur 4, c'est le cas. Après, comme autre métier, comme autre corps de métier qui viennent aux urgences, fournisseurs de patients, vous avez les gendarmes et les policiers pour nous ramener les gardés à vue, les gens qu'ils ont chopés, ou l'ivresse publique. Donc, le médecin des urgences doit faire des certificats, soit pour aller en garde à vue, ou alors ce qu'on appelle en cellule de dégrisement. C'est-à-dire, en gros, vous avez les gendarmes qui chopent un mec bourré dans la rue, ils savent pas trop ce qu'il faut faire, ils se sont un petit peu engueulés, le mec bourré, voilà, il est un peu vindicatif. Bon, il amène aux urgences pour qu'un médecin rédige un certificat comme quoi il peut rester en cellule pour la nuit. Donc ça, c'est les gendarmes et les policiers. Vous avez aussi les assistants sociaux. Il y a énormément de gens aux urgences qui sont en foyer, des handicapés moteurs, des handicapés psychomoteurs, des gens en foyer, etc. Ou alors des jeunes en difficulté. Bref, vous avez des tas d'éducateurs qui vont aussi se présenter aux urgences, ne serait-ce que pour nous présenter les gens qui le suivent, et puis pour voir un petit peu ce qu'il faut faire, et éventuellement les ramener après les soins. Et puis, pour en revenir à l'hôpital et de ceux qui gravitent au sein de la structure hospitalière, on a oublié un personnage central, c'est l'informaticien. Ça aussi, j'en reparlerai lors d'une prochaine vidéo, mais avec l'informatisation du système de santé en France et a fortiori aux urgences, l'informaticien est devenu une personne très importante. On peut même dire, malheureusement, maintenant que... alors, autant il fut une époque où la personne la plus importante au sein d'un centre hospitalier, c'était le chirurgien. C'est celui qu'on appelle pour sauver la vie du patient. C'est celui qui va ouvrir le ventre, c'est celui qui va ouvrir la poitrine, c'est celui qui va clamper un vaisseau. Bref, le chirurgien, à une époque, était le personnage vraiment le plus important de l'hôpital. Maintenant, on peut dire que c'est l'informaticien. Voilà.
Étant donné que l'accessoire a pris le pas sur l'essentiel, le soin à l'hôpital étant devenu, je dirais, accessoire par rapport au dogme et à l'idéologie de l'informatisation à tout prix, eh ben, l'informaticien est devenu une personne très importante. C'est-à-dire que si l'informaticien ne fait pas son travail, ou s'il fait mal son travail, s'il n'est pas joignable, eh ben, c'est l'hôpital qui peut être paralysé. S'il y a un bug informatique, c'est l'hôpital qui est paralysé. Et là, ça peut faire des morts. Donc l'informaticien est devenu important. Donc au sein des urgences, on voit de temps en temps un informaticien venir pour nous aider, parce qu'il y a souvent des plantages informatiques, des bugs ou des codes dont on ne se souvient plus, ou une imprimante qui ne marche plus, etc. Donc ça, c'est l'informaticien. Et puis enfin, dernière chose, vous avez tous les administratifs que l'on ne voit pratiquement jamais. Ce sont ceux qui font les fiches de paye, ceux qui font les contrats, ceux qui s'occupent des livraisons de tout ce que vous voulez, etc. C'est le directeur, c'est les DRH, c'est les secrétaires de direction, c'est tous ces gens-là qui existent pour que l'hôpital fonctionne bien. Alors attention, je ne les critique pas, hein. Je pense qu'il est très important pour un hôpital d'avoir de bons administratifs, de bons fonctionnaires qui appliquent bien les consignes. J'entends ici et là pas mal de soignants dire «Oh, ces administratifs, ils ne servent à rien et ils coûtent cher, et pourquoi ils sont là? On devrait se passer d'eux.» Écoutez, moi franchement, je préfère un administratif qui travaille à l'hôpital plutôt qu'un chômeur de plus. Parce que le chômeur, lui, on le paye à ne rien faire. L'administratif, lui, au moins, il est là pour faire un travail. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, il fait un travail qu'on a du mal à comprendre, je ne sais pas, surtout pour des soignants et surtout aux urgences. Néanmoins, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en moyenne, sur 100 salariés à l'hôpital, vous avez à peu près une quarantaine qui sont des administratifs. Voilà. Alors, ces administratifs-là, on les voit pratiquement jamais aux urgences. Jamais, jamais, jamais. Premièrement, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire, parce qu'en fait, ils sont systématiquement en réunion. Hein, c'est la grande mode. On est en réunion, tout le temps en réunion. Ils sont tout le temps en réunion. Probablement pour réfléchir sur des choses très importantes. Et puis, je pense qu'ils ne viennent pas aux urgences parce que ils ont peur. Tout simplement, ils ont peur de voir du sang, ils ont peur de voir la violence, ils ont peur, ils ont peur. Et puis c'est un autre monde, c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on a décidé d'être soignant, c'est qu'on veut être sur le terrain. Quand on a décidé d'être administratif, c'est pour avoir un travail, je dirais, propre. C'est pour être derrière un ordinateur, derrière un clavier, devant des tableaux Excel, et puis on fait son boulot, on part à 16h30. D'une façon générale, attention, hein, j'ai vu des administratifs vraiment efficaces travailler jusqu'à très tard le soir, mais c'est quand même relativement rare. Donc c'est pas le même profil. Je pense que ce sont deux mondes très différents. Le monde des soignants, le monde de ceux qui sont sur le terrain est très différent du monde des administratifs. Mais vous me direz, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire une société. Et sans les administratifs, je pense que ça serait vraiment un gros bordel aussi. Donc ne jetons pas la pierre sur les administratifs. Alors, attention, je tiens à spécifier certaines choses. Lorsque je parle de 4 salariés sur 10 à l'hôpital sont des administratifs, c'est pas exactement ça. Ce que j'emploie comme terme administratif est un terme assez vaste. C'est pour moi en fait ceux qui ne soignent pas, les non-soignants. Donc, on peut dire qu'à l'hôpital vous avez 60% de soignants et 40% de non-soignants. Dans les 40% de non-soignants, vous avez donc la moitié à peu près qui sont des administratifs et l'autre moitié qui sont des agents techniques. Il faut savoir que l'hôpital public français emploie à peu près 1 million de personnes. C'est 1 million. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'entreprise de Carrefour, par exemple, emploie 300 000 personnes dans le monde. 150 000 en France, à peu près.
Auchan, c'est 180 000 personnes dans le monde. Peugeot Citroën, c'est 200 000 personnes dans le monde. Et la Poste, par exemple, c'est 250 000. Donc si on regroupe tous les salariés de Carrefour, Auchan, La Poste et Peugeot Citroën, vous arrivez, et ça c'est dans le monde entier, vous arrivez à peu près au nombre de salariés de l'hôpital. 1 million, c'est que à l'hôpital public. Si on prend les cliniques, c'est 200 000 en plus à peu près. Ce sont des chiffres arrondis. En pratique, l'hôpital emploie 1 million de personnes, les structures privées 200 000 personnes. Donc les structures de soins en France, l'offre de soins de structures hospitalières en général, c'est 1,2 million. Donc 1,2 million, on peut rajouter Leclerc qui emploie 133 000 personnes et Renault qui emploie 110 000 personnes. Et vous voyez que les structures de soins en France, donc hôpital et clinique, emploient autant de gens que les 3 principales enseignes d'hypermarchés en France, que les 3 principaux constructeurs de voitures, plus la Poste. Donc c'est énorme. C'est pour ça que lorsque je vous disais que d'une façon générale, dans une ville moyenne, l'hôpital est le principal employeur de la ville, c'est ça. Donc le système de santé en France, il est très important. Il est très très important. Donc en gros, dans l'hôpital, vous avez 1 million de salariés. Dans ce million de salariés, vous avez à peu près 100 000 médecins. Vous avez à peu près 300 000 infirmières, sages-femmes, etc. Bref, les infirmières en général. Vous avez à peu près 200 000 aides-soignants. Donc ça fait 600 000 sur le 1 million. Et sur les 400 000 qui restent, vous en avez à peu près 150 à 200 000 qui sont ce qu'on appelle les administratifs, donc les vrais fonctionnaires qui travaillent à l'hôpital. Et les 200 000 qui restent, ce sont les agents techniques type cuisinier, livreur, informaticien, le plombier, le standardiste, bref, tous ceux qui s'occupent de la maintenance de l'hôpital. Donc c'est quand même énorme. Et cela sans compter tous les gens qui travaillent à la sécurité sociale. Ça fait 150 000 fonctionnaires de plus qui travaillent à la sécurité sociale en France, donc qui bossent juste pour vérifier si les comptes sont bien faits. C'est absolument énorme là aussi. Et il y aurait à peu près 50 000 salariés qui travaillent dans les mutuelles. Donc vous prenez sécurité sociale, mutuelle, ça fait 200 000 personnes. Ça fait 20% des gens qui travaillent à l'hôpital. C'est faramineux, c'est-à-dire ceux qui gravitent autour du système de santé en France. Donc si vous comptez les 1 million de l'hôpital, les 200 000 des cliniques privées, plus les 200 000 qui travaillent dans les sécurités sociales ou autres mutuelles, on avoisine le 1,5 million de personnes qui travaillent dans les structures de santé en France, sans compter tous les soignants libéraux qui ne travaillent pas dans ces structures de santé. Donc la santé en France a un impact absolument phénoménal. Et je suis surpris que l'on n'ait pas abordé tous les débats sur la santé lors des dernières présidentielles. Je suis même surpris que les médias en fait n'en parlent pratiquement jamais. Je suis surpris de voir que la santé en France est presque oubliée par rapport à plein d'autres événements ou autres débats qui font la une des journaux et autres radios. Donc voilà. Maintenant, vous savez tout sur les chiffres de ceux qui travaillent aux urgences et je voulais dire que beaucoup critiquent et disent qu'il y a 50% d'administratifs à l'hôpital. C'est pas exactement ça. Ils sont entre 15 et 20%. C'est déjà beaucoup, hein, c'est sûr, mais ce n'est pas les chiffres que l'on annonce ici et là. Donc voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Je pense que j'ai dressé le tableau de tous les acteurs de cette grande histoire merveilleuse qu'est le fonctionnement d'un service d'urgence.
Maintenant, venons vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire au fonctionnement d'un service d'urgence. Tout d'abord, parlons du malade. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Il fut une époque, pas si lointaine, où le malade ne jurait que par son médecin traitant. Voilà, il était malade, c'était son médecin traitant. On voit encore ce réflexe-là chez des gens âgés. Les gens âgés ont le réflexe du médecin traitant. Ils ne jurent que par le médecin traitant. Ils n'ont confiance qu'en leur médecin traitant. Je pense que c'est très bien. Je ne dis pas du tout l'inverse. Néanmoins, les choses ont bien changé maintenant. On ne peut plus jurer maintenant par son médecin traitant, pour de très nombreuses raisons que je vous expliquerai dans une vidéo ultérieure. Le problème des urgences est indissociable du manque de médecins généralistes en France. Donc quand vous êtes malade, déjà, si vous avez la chance d'avoir un médecin traitant, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un médecin traitant, je pense avoir lu une étude où à Cherbourg, donc dans le Cotentin, une agglomération d'à peu près 100 000 habitants, je pense me souvenir avoir vu qu'il y aurait 20 000 personnes sans médecin traitant. 10 ou 20 000, mais je crois que c'est 20 000. C'est-à-dire un cinquième de la population à Cherbourg n'aurait pas de médecin généraliste. Je pense qu'on peut extrapoler cela dans des tas d'autres villes en France. Je pense même qu'il y a d'autres villes où c'est encore pire. Voilà. C'est-à-dire que le problème de la population française, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens français qui n'ont plus de médecin généraliste. Donc quand vous êtes malade et que vous n'avez pas de médecin traitant, qu'est-ce que vous faites? Bon, la logique voudrait que vous appeliez votre médecin traitant, mais vous n'en avez pas. Donc vous faites quoi? Si vous avez la chance de vivre dans une grande ville, vous appelez SOS médecin. Le problème de SOS médecin, c'est qu'il n'exerce pas de partout, il n'exerce que dans les grandes villes ou dans les villes moyennes grandes, vraiment. C'est-à-dire une ville de 5 000 habitants, une ville de 10 000 habitants, toutes les villes de 10, 15, 20, 30 000 habitants n'ont pas de SOS médecin. Vous avez même des tas de villes de 50 000 habitants qui n'en ont pas. Donc, et c'est, je pense, ça représente la majorité des Français en France. Donc la majorité des Français n'ont pas accès à SOS médecin. Une grande partie des Français maintenant n'ont plus de médecin traitant. Donc vous faites quoi quand vous n'avez plus de médecin traitant et pas de SOS médecin? Et même quand vous avez la chance d'avoir un médecin traitant, il ne vous prendra plus entre deux. Il ne vous prendra pas le jour même. J'ai même entendu des gens me dire, se présentant aux urgences, bien entendu, me dire que ils avaient un rendez-vous chez un médecin traitant que la semaine suivante. Le truc classique, c'est vous avez un rendez-vous dans 2 jours, 3 jours, voilà, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, quand vous êtes un adulte actif, on va dire, et que vous êtes malade, vous n'avez pas d'autre choix que de vous présenter aux urgences. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Et puis, lorsque vous êtes âgé en maison de retraite, de toute façon, ça sera une ambulance qui vous amènera aux urgences, parce que là aussi, étant donné qu'il n'y a plus trop de médecins généralistes, vous imaginez bien qu'il n'y en a pas plus en EHPAD ou en maison de retraite. Ça, c'est évident. Ou alors, vous faites le 15. Voilà. Lorsque vous ne savez plus quoi faire, vous faites le 15. Donc, vous avez plusieurs choix, en fait. Médecin traitant, SOS médecin, Centre 15, ambulance si vous êtes âgé et dans une structure, ou alors vous faites comme beaucoup de Français le font et de plus en plus, malheureusement pour eux, parce que je pense que pour la grande majorité d'entre eux, ils n'ont pas le choix, vous vous présentez spontanément aux urgences. Voilà. Donc, voilà. Quand vous êtes malade, et quand vous serez malade dans les années à venir, si rien ne change dans notre système de santé, vous avez de fortes chances finalement, en tout cas une chance certaine, de vous retrouver aux urgences, alors que vous estimiez, vous, initialement, que vous n'aviez pas votre place aux urgences. Mais il y a de plus en plus de Français qui se retrouvent aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est quand même une situation grave de voir des tas de Français qui ne savent plus quoi faire. Des tas de Français qui se retrouvent aux urgences et qui s'en excusent.
Donc les urgences en elles-mêmes, l'organisation, elle est plutôt simple. Aux urgences, vous avez l'accueil. Donc vous avez une secrétaire qui est des fois derrière une vitre, une secrétaire qui vous accueille, qui va prendre votre carte vitale, votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Enfin bref, qui va prendre toutes les données administratives. Donc ça, c'est quand vous vous retrouvez aux urgences, c'est l'accueil. Alors, bien entendu, tous les gens ne se présentent pas aux urgences comme ça, sur leurs pieds. L'accueil des urgences va recevoir en fait plusieurs catégories de patients. Vous avez les patients qui vont arriver avec les pompiers, vous avez les patients qui vont arriver avec une ambulance, vous avez les patients qui vont arriver avec le SMUR, donc c'est l'un des médecins du service, l'infirmière et l'ambulancier qui est sorti en SMUR et qui ramène le patient aux urgences. Et puis vous avez les gens qui se présentent spontanément aux urgences. Donc quand le patient est enregistré à l'accueil, il va être vu par ce qu'on appelle une IAO. IAO, c'est infirmière d'accueil et d'orientation. Dans les grosses structures, vous avez avec cette infirmière un MAO, un médecin d'accueil et d'urgence. C'est-à-dire ce sont des professionnels, donc des membres du service, et bien entendu, le MAO est un urgentiste et l'infirmière IAO est une infirmière urgentiste. Ce sont des gens qui vont vous évaluer très rapidement pour vous orienter au mieux au sein du service d'urgence. C'est-à-dire, si vous êtes grave, bah, vous allez vite aller dans un box dédié pour cela. Si vous êtes moins grave, bah, vous irez dans un box un petit peu moins grave, etc., etc. Donc, ils vont vous orienter au mieux. L'IAO et le MAO peuvent aussi réorienter le patient vers un cabinet de médecine générale. Mettez-vous à la place d'un patient qui voudrait voir un médecin généraliste, qui n'arrive pas à joindre un médecin généraliste, qui n'a pas d'autre choix que de se présenter aux urgences. Bon, bah, à l'accueil des urgences, on l'orientera vers un médecin généraliste. Alors, des fois, c'est des médecins généralistes en ville qui jouent le jeu, mais c'est finalement très rare. C'est de plus en plus souvent une réorganisation des urgences telle que, en fait, en face ou à côté des services d'urgence, vous avez un cabinet, vous avez un médecin généraliste qui vient là pour la journée, souvent salarié de l'hôpital ou à son compte, ça c'est suivant les accords qu'il a avec le centre hospitalier sur place. Et donc les gens qui se présentent pour de la médecine générale peuvent être réorientés vers un cabinet de médecine générale qui est souvent juste à côté, à 30 mètres ou 40 mètres. Ça, c'est pour les hôpitaux qui ont la chance d'avoir cela. Malheureusement, c'est encore une très grande minorité de centres hospitaliers qui ont cela. La grande majorité des hôpitaux en France et en Navarre ont en fait la seule chose à proposer que d'accueillir les gens au sein du service des urgences. Donc ça, c'est dès qu'on est à l'accueil. Donc après, vous avez une infirmière qui va accueillir le patient dans un box. Alors, vous avez plusieurs types de box dans les urgences. Vous avez ce qu'on appelle le déchoc, le déchocage. Ça, c'est là où on met les malades graves. C'est-à-dire, c'est des box spéciaux avec un respirateur, un éclairage précis, des rentrées d'oxygène, d'air, d'aspiration, etc. Bref, ce sont des box vraiment dédiés pour les soins d'urgence. Vous avez des cialytiques spéciaux, tout le matériel autour pour réanimer les gens dans des tiroirs facilement accessibles, bien entendu. Donc ça, c'est la déchoc. Dans un service d'urgence lambda, vous avez souvent 2 box de déchoc pour être tranquille. C'est-à-dire, si vous avez un patient grave qui est pris en charge dans une déchoc, bah, vous avez toujours une autre déchoc pour prendre en charge une autre urgence vitale. Donc ça, c'est le déchocage. Vous avez d'autres box pour ce qu'on appelle le circuit long. Le circuit long, c'est les gens
malades qui ne sont pas si graves que ça, bien entendu, c'est pas une urgence vitale, néanmoins il faut les surveiller quand même relativement de près. Et puis on appelle circuit long parce qu'ils vont attendre le résultat d'examens complémentaires. Donc prise de sang, radio, scanner, avis spécialisés, échographie, etc., etc. Donc ce sont des gens qui vont a priori rester plusieurs heures aux urgences. Donc ça c'est le circuit long. Après, vous avez les box de circuit court. Les box de circuit court, c'est les box de traumatologie, hein, quand vous avez une plaie, une fracture, une entorse, une fracture simple, une entorse, etc. Et les box de traumatologie servent aussi pour tout ce qui est médecine générale. Et puis, vous avez aussi un box de pédiatrie souvent dans les services d'urgence, parce que un service d'urgence reçoit des enfants. Et donc, l'enfant, déjà, lorsqu'il rentre à l'hôpital, c'est déjà un petit peu angoissant pour lui. Quand il rentre aux urgences, l'angoisse, elle se précise un petit peu, hein, surtout s'il a une plaie ou des choses comme ça, parce que se faire suturer lorsqu'on est enfant, ça peut être vraiment très angoissant. Et donc, on place les enfants dans un box avec des dessins, des couleurs, des petits jouets, des feutres, etc., afin de les mettre un petit peu plus à l'aise. Et puis enfin, vous avez un box spécial, un box un petit peu à part, un box où il n'y a strictement rien, juste un brancard où on peut attacher les gens ou pas, d'ailleurs, mais souvent ils sont attachés. Un box pour les gens très agités. Les fous, les agressifs, même Hulk, je pense, ne pourrait pas sortir de ce box. Donc c'est un box où il n'y a rien, avec une porte blindée, avec des vitres incassables, parce qu'il faut bien que l'on voit un petit peu comment ils peuvent évoluer. Donc c'est un box spécial qui existe que dans certains services d'urgence, pas tous bien entendu. Donc voilà, donc ça c'est tous les box dans lesquels on peut examiner les gens. Donc les gens se présentent à l'accueil, ils sont pris en charge par une IAO et parfois par un MAO dans une grosse structure. Puis après, vous avez une autre infirmière qui prend le relais de l'IAO pour prendre en charge le patient. Cette infirmière va prendre en charge le patient dans un box et après, elle va présenter le patient au médecin. Enfin, l'infirmière qui présente le patient au médecin, c'est plus de la théorie que de la pratique. Parce qu'en pratique, les services d'urgence sont tellement surchargés que quand l'infirmière a pris en charge le patient et qu'elle l'a mis dans un box, elle s'en va parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Et là, le patient, malheureusement, il va subir parfois des heures de solitude dans un box tout seul, allongé sur un brancard, souvent déshabillé. Et puis il va attendre. Et puis on va rien lui dire. Parce que l'infirmière, elle est occupée à faire plein d'autres tâches, et le médecin, lui, il est débordé par beaucoup d'autres tâches. Donc en fait, le médecin sait que le patient est dans un box quand il regarde son ordinateur et qu'il voit que effectivement, il y a une case où c'est écrit monsieur ou madame untel et dans le box 4, non vu. Voilà. Alors, un médecin peut travailler pendant des heures et des heures en regardant régulièrement la case non vue qu'il ne peut pas voir, le patient, hein, qu'il ne pourra pas voir parce qu'il est pris avec plein d'autres urgences. Et le patient, lui, attendra sans qu'on lui dise pas grand-chose, en fait, ou même rien. Et il peut attendre comme ça des heures et des heures avant d'être vu. Ça, c'est, on va dire, le parcours du patient. Le médecin, quand enfin il a le temps de voir le malade. Alors, bien entendu, je vous rassure, lorsque c'est une urgence vitale, quand l'IAO et le MAO ont pris en charge initialement le patient à l'accueil, s'ils le mettent en déchoc, là, bien entendu, on se précipite sur le malade. Attention, il faut bien faire la part des choses entre les gens qui attendent des heures aux urgences et ils sont de plus en plus nombreux, et les patients graves qui, eux, continuent et restent encore bien pris en charge en France. Le drame, c'est tous ces gens qui ne sont a priori pas des urgences vitales initialement et qui peuvent se dégrader dans les heures qui suivent.
c'est là qu'ils sont non vus, et c'est là que la situation peut devenir dramatique. Le médecin en lui-même, quand arrive son tour pour voir le malade, il va prendre déjà les informations. La prise d'informations sur le malade, c'est très important. Dans l'idéal, dans un service idéal, pour que les choses fonctionnent de façon optimale, normalement, c'est l'infirmière qui devrait présenter le patient au médecin. C'est-à-dire lui dire pourquoi le patient est là, lui donner des comptes rendus de dernière hospitalisation, ou au moins lui dire ce patient-là, il est venu il y a 3 semaines, lui dire les principaux antécédents, lui donner l'ordonnance, parce que normalement, les patients, quand ils se présentent aux urgences, doivent avoir sur eux leur ordonnance, et bien entendu, on doit donner toutes les constantes qui ont été prises déjà dès l'accueil, parce que pour que l'IAO et le MAO puissent orienter au mieux les patients, toutes les constantes sont prises à l'accueil. Les constantes, ça veut dire quoi pour le néophyte? Les constantes, c'est pression artérielle, fréquence cardiaque, saturation au doigt, glycémie, température, éventuellement une analyse d'urine, etc., etc. Donc en fait, le travail de l'infirmière à l'accueil, c'est d'abord et prioritairement de prendre toutes les constantes, de connaître le contexte, s'enquérir du traitement de fond du patient, éventuellement lire la lettre du médecin traitant si c'est un médecin généraliste qui a adressé le patient. Bref, dans un service idéal, quand le médecin arrive dans un box, il devrait être au courant du contexte et du profil du patient. En pratique, c'est de moins en moins le cas. Rares sont les hôpitaux qui fonctionnent comme cela. J'ai la chance d'avoir travaillé dans certains hôpitaux qui travaillaient comme cela, mais j'ai surtout eu la malchance, malheureusement, réalité, de travailler dans des tas de centres hospitaliers où, quand je me présente dans un box, vous avez le patient, les tubes de prise de sang qui sont éventuellement mis sur la paillasse, un électrocardiogramme qui a été fait, et puis c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que l'information, la présentation du patient n'existe pratiquement plus. Pourtant, ça devrait être un événement important au sein de la prise en charge du patient aux urgences. Pourquoi cela n'existe plus? Tout simplement parce que on est en sous-effectif, les soignants sont débordés, les infirmières sont totalement débordées, et donc finalement, vous avez des fois un sentiment de solitude du médecin qui arrive dans un box, avec parfois des gens âgés qui ne parlent plus, qui ne parlent pas, qui sont confus, et puis aucune information. Voilà, donc essayez un petit peu de vous mettre dans la tête d'un médecin qui a déjà des tas de gens à voir, des tas de problèmes à gérer. Et puis, il voit que ça fait déjà 3 heures que monsieur untel ou madame untel attend au box 4, et puis il se présente au box 4, et puis il voit un patient âgé qui parle pas, qui est là et qui attend. Et quand le médecin essaye de savoir un petit peu ce qui se passe, il se rend compte que la personne âgée ne parle pas beaucoup ou dit n'importe quoi, du style ça va pas, je suis pas bien, c'est une très grosse perte de temps. Et pourtant, aux urgences, il faut aller vite, il faut être pragmatique, il faut aller droit à l'essentiel, il faut évaluer l'urgence au plus vite. Là, quand on arrive dans un box avec des gens qui ne parlent pas, non présentés par une infirmière, c'est une très grosse perte de temps. Et c'est une fatigue énorme pour le médecin. La réalité des urgences est telle que cette situation se présente très souvent. Donc, le médecin, normalement, dans l'idéal, a une présentation de l'infirmière sur le cas qu'il va voir. Et puis après, le médecin va interroger le patient. L'interrogatoire du patient, pour moi, c'est primordial, ça représente, je pense, 90% du diagnostic ou de l'hypothèse de diagnostic.
C'est-à-dire que quand un médecin a bien été informé par l'infirmière du contexte et du profil du malade, quand le médecin a interrogé le malade en lui posant bien entendu les bonnes questions, et les bonnes questions se posent lorsqu'on a déjà une certaine expérience, bien entendu, quand on pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses, et quand on a les bonnes réponses, ça nous facilite énormément la tâche. Donc normalement, un médecin, lorsqu'il a eu les bonnes informations, et quand il a bien interrogé son malade, il a 9 chances sur 10 de ne pas se tromper de diagnostic. Je vous rappelle qu'aux urgences, la priorité, c'est le diagnostic. Alors, le bon interrogatoire aux urgences, c'est surtout ne pas perdre son temps, mais il faut prendre le temps suffisant. C'est-à-dire, s'il y a bien un moment dans la prise en charge du patient où il faut prendre son temps, c'est à l'interrogatoire, mais sans le perdre non plus. C'est-à-dire, il faut être précis, directif, demander exactement de quoi se plaint le patient. Il faut lui demander depuis quand, est-ce la première fois, où est-ce que vous avez mal exactement, quels sont les facteurs de risque, y a-t-il eu les mêmes événements dans la famille, quels sont les symptômes, est-ce que ça vous rappelle les symptômes que vous avez eu avant, et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a de récent, de nouveau? Voilà, ça c'est un bon interrogatoire. Et en faisant un bon interrogatoire, on a les réponses qu'il faut. Voilà. Le pire, je le vois chez les jeunes internes surtout, c'est des internes qui laissent parler le patient comme ça et qui vont se noyer dans un flot de paroles et d'idées, de symptômes et de ressentis qui font que finalement l'interrogatoire ne va rien amener au médecin, va rendre encore les choses plus compliquées et ralentira d'autant plus la prise en charge aux urgences. Donc ça, c'est l'interrogatoire qui, pour moi, alors d'autres urgentistes vous diront que c'est peut-être moins important, mais pour moi, l'interrogatoire, c'est la priorité. Et avec la prise d'information auprès de l'infirmière, tout cela représente 90% du diagnostic. Puis troisièmement, vous avez l'examen clinique. Le médecin urgentiste va examiner le patient. Ce qui est très important pour un médecin, c'est surtout d'examiner le ventre, savoir s'il est bien souple, parce que ça, l'interrogatoire ne vous le dira jamais. Et puis, étape numéro 4, étape très importante, c'est la demande d'examen complémentaire aux urgences. Bon, c'est très souvent les mêmes, c'est-à-dire demander un électrocardiogramme s'il n'a pas déjà été fait à l'accueil. Très souvent, même on va dire de façon systématique dans certains services, le CG, vous savez, quand on met les patchs pour savoir si le cœur fonctionne bien, le CG a déjà été fait à l'accueil. Donc le médecin, il demandera surtout deux choses, prise de sang et imagerie. Voilà, donc il va prescrire une prise de sang, il va prescrire une radio et il va prescrire éventuellement un scanner. En gros, le rôle du médecin aux urgences, 9 fois sur 10, ça sera de demander une prise de sang et une imagerie. Voilà. Dans la foulée, bien entendu, il va traiter le malade. Alors, suivant les symptômes, suivant les maladies, il ne donnera pas toujours les mêmes médicaments, ça va de soi, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon on serait là encore pour de très nombreuses heures. Mais d'une façon générale, la priorité aux urgences, c'est de traiter la douleur. Voilà, c'est la douleur. Vous savez, aux urgences, quand vous arrivez par exemple pour une colique néphrétique, la priorité c'est de gérer la douleur. Et puis, la cinquième étape, c'est d'interpréter les examens complémentaires qu'a demandé le médecin urgentiste. Donc, la biologie, la radio et le scanner. Alors, la biologie et la radio, c'est le médecin urgentiste qui l'interprète, qui lit, qui se fait une idée de ce qui se passe. Le scanner est interprété par un radiologue. Alors, un urgentiste sait lire les images du scanner, plus ou moins, mais jamais aussi bien qu'un radiologue, bien entendu. Sinon, il ne servira à rien, le radiologue. Et puis, sixième étape, la plus importante, c'est la synthèse et la réflexion.
Le médecin urgentiste pourra s'aider d'avis spécialisés, demander l'avis d'un chirurgien s'il a un doute, d'un cardiologue, etc. Mais d'une façon générale, le médecin urgentiste n'a pas besoin de tous ces avis. Il arrive à se faire une idée très rapidement du cas qu'il est en train de prendre en charge. Et ça, c'est la synthèse et la réflexion. Et c'est qu'à ce niveau-là qu'il formulera vraiment par écrit son diagnostic ou ses hypothèses diagnostiques. Donc, les choses sont assez simples aux urgences. Les gens se présentent à l'accueil, ils sont pris en charge par une IAO, le patient est mis dans un box, le médecin va aller dans le box pour d'abord interroger le patient, après il va l'examiner cliniquement, il va demander des examens, il va attendre le résultat des examens, il va faire une synthèse, et puis après il orientera le patient au mieux. Ça, c'est pour les patients de circuit long. C'est l'orientation qui est primordiale pour un médecin, c'est-à-dire la gestion de l'orientation, la gestion du flux des patients aux urgences est un travail qui est très important parce que ça dépend de l'organisation du service et ça dépend aussi du rythme du médecin urgentiste qui travaille aux urgences. Un urgentiste qui oriente vite et bien les patients est un excellent urgentiste. On ne demande pas à un urgentiste de tout savoir, loin de là. On demande surtout à un urgentiste d'évaluer l'urgence et de bien l'orienter, sans se précipiter et sans trop perdre de temps. Donc quand le médecin urgentiste a pris le patient, où va-t-il? A pris en charge le patient, où va-t-il? Soit il estime que la situation est grave et il va appeler très rapidement le chirurgien afin que le patient aille au bloc opératoire se faire opérer. Ça, c'est l'urgence vitale, donc souvent l'urgence abdominale ou hémorragique. Donc c'est bloc opératoire. Donc ça, c'est une première éventualité. Deuxième éventualité d'orientation pour l'urgentiste, c'est le retour à domicile, le fameux RAD que l'on note sur les observations. Le retour à domicile, c'est lorsque les gens peuvent rentrer chez eux. Donc, bien entendu, c'est toute la part de médecine générale, donc ils rentrent chez eux avec une ordonnance comme s'ils avaient vu leur médecin généraliste. Et puis, vous avez toute la traumatologie, les 9/10 de la traumatologie, ils rentrent chez eux. Et puis, vous avez les gens qui ont été en circuit long, que l'on a bilanté, et puis finalement, les prises de sang sont bonnes, le scanner est bon, et puis on estime qu'ils peuvent rentrer chez eux. Et le médecin généraliste ou d'autres spécialistes pourront prendre la suite en ville. Donc ça, c'est la deuxième éventualité d'orientation. La troisième éventualité pour orienter les gens, c'est l'hospitalisation. L'hospitalisation, quand on hospitalise les gens à l'hôpital, donc on les hospitalise, ce que l'on appelle nous aux urgences, dans les étages. Là, vous avez trois grands groupes. Soit on hospitalise les gens en médecine, dans les services donc de médecine. Alors, dans les grands CHU, vous avez des services qui sont vraiment dédiés à des spécialités. Donc, on hospitalise les gens en gastro-entérologie, en endocrinologie, en pneumologie, etc. Dans les hôpitaux, dans la grande majorité des hôpitaux, les médecins qui travaillent dans les services de médecine sont eux aussi des médecins généralistes. Dans les CHU ou dans les grands hôpitaux, ceux qui travaillent dans les étages, ce sont plutôt des spécialistes, mais dans la majorité des hôpitaux de taille moyenne et des petits hôpitaux, ce sont des médecins généralistes. Donc on hospitalise les gens en médecine, si ça relève de la médecine. On peut hospitaliser les gens en chirurgie, donc ceux qui vont se faire opérer, la fracture du col du fémur par exemple, ne va pas se faire opérer en urgence, donc on va hospitaliser les gens en chirurgie orthopédique par exemple, et ils seront opérés le soir ou le lendemain. Et la troisième hospitalisation, c'est les gens qui vont aller en réanimation, les gens qui vont aller en soins intensifs, les gens qui vont aller en cardiologie, en USIC, donc en unité de soins intensifs de cardiologie, etc., etc. Donc, jusqu'à présent, le médecin, lorsqu'il oriente les gens, soit il les fait aller directement au bloc opératoire, après avoir parlé avec le chirurgien, soit il les fait rentrer chez eux, soit il les hospitalise. Il peut aussi transférer les gens. Ça, c'est la quatrième éventualité.
transférer les gens, je ne sais pas, par exemple, les services de neurochirurgie, par exemple, ne se trouvent que dans les CHU, dans les grands hôpitaux. Donc, si vous êtes dans un petit hôpital et que vous faites face à un traumatisme crânien et qui saigne dans sa tête, par exemple, vous avez plein d'autres exemples, le patient devra être transféré dans un autre hôpital. Donc, il transfère. De la même façon, comme je vous l'ai dit, si vous prenez en charge un infarctus du myocarde et que vous n'avez pas de service de cardiologie dans votre hôpital, vous devez transférer le patient aussi en service de cardiologie dans un autre hôpital. Donc tous ces gens-là seront transférés. Le transfert ne va pas se faire en ambulance simple, parce que les gens sont vraiment instables, ou en tout cas ils peuvent l'être. Donc il faut ce qu'on appelle faire un transfert médicalisé. Et qui c'est qui va transférer de façon médicalisée le patient d'un point A à un point B? C'est un urgentiste. Souvent, ce sont des urgentistes qui ne font que ça durant leur garde de 24 heures. Ils font les transferts. Par exemple, lorsque vous êtes au centre hospitalier de Auxerre, vous allez faire des transferts de l'hôpital de Tonnerre, de l'hôpital de Joigny, de l'hôpital de Clamecy, etc. Donc vous naviguerez comme ça. Vous pouvez faire des transferts plus loin, c'est-à-dire vous pouvez être de transfert sur Auxerre, aller chercher un patient à Tonnerre ou à Joigny et le transférer à Dijon ou à Troyes. Donc le médecin de transfert, lui, passe sa journée sur la route. Voilà. Le très gros problème, c'est que des médecins de transfert, il y en a de moins en moins en France. Et il n'est plus très rare en fait que ça soit le médecin des urgences qui a pris le patient en charge qui soit obligé de transférer son patient vers un autre hôpital. C'est un peu comme s'il faisait une sortie SMUR mais bien plus longue, qui peut durer 2, 3, 4 heures, 5 heures même. Donc ça c'est un souci parce que ça diminue d'autant plus les ressources médicales au sein d'un service d'urgence. Donc ça c'est le transfert. Donc l'urgentiste, quand il travaille à l'hôpital, soit il envoie les gens en chirurgie, soit il les hospitalise, soit il les laisse rentrer chez eux, soit il les transfère. Il peut aussi les mettre ce qu'on appelle en UHCD. UHCD, c'est unité d'hospitalisation de très courte durée. Donc l'UHCD, en fait, c'est une sorte de mini-service de médecine au sein des urgences. Donc aux urgences, comme je vous l'ai expliqué, il y a des box, mais il y a aussi des chambres avec des lits de médecine, donc des vraies chambres d'hospitalisation au sein du service d'urgence. Il y en a souvent, 3, 4, 5, 6, suivant la grandeur des centres hospitaliers. Il y a même des hôpitaux, des services d'urgence qui en ont jusqu'à 15 ou 16. C'est vraiment énorme. Ça peut même devenir un véritable service dans le service. Donc l'UHCD, théoriquement, on hospitalise les gens une journée, comme son nom l'indique, unité d'hospitalisation de courte durée. On peut même dire aussi UHTCD, de très courte durée. Ça, c'est théoriquement. C'est-à-dire, je ne sais pas, on surveille une crise d'asthme, on va surveiller une colique néphrétique, on va surveiller des prises de sang chez des gens qui ont mal à la poitrine, etc. C'est juste une surveillance, on met les gens dans un vrai lit afin qu'ils dorment bien et qu'ils soient quand même mieux surveillés que dans un box comme ça une nuit entière. Et c'est des gens qui sont censés rentrer chez eux le lendemain ou être réorientés très rapidement le lendemain. Bon, comme vous le savez, il y a un tel problème de place dans les étages que de plus en plus souvent, et même maintenant à chaque fois, on est obligé d'hospitaliser des gens en UHCD qui devraient être hospitalisés dans les étages. Donc ça, c'est l'UHCD. Donc, bloc opératoire, hospitalisation, retour à domicile, transférer les gens ou alors les mettre en UHCD. En gros, c'est le choix qu'a un urgentiste quand il a fini de prendre en charge les gens. Et puis, malheureusement, il y a la sixième éventualité. Alors bon, bien sûr, je vous épargne l'éventualité du patient qui décède au sein du service d'urgence, où là, c'est direct la morgue. Bon, enfin, on ne peut pas dire que la morgue soit vraiment un service de médecine à part entière. On se comprend bien. Donc la sixième éventualité, c'est que le médecin ne sait pas quoi faire de son malade, et le met dans ce que l'on appelle en attente couchée.
Attente couchée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens restent sur leur brancard, ils ne sont plus dans un box, ils ne sont pas en UHCD, ils n'ont pas pu être transférés, ils n'ont pas trouvé de place dans un service de médecine ou de chirurgie, et ils ne vont pas au bloc opératoire. Donc en fait, c'est des gens, on ne sait pas quoi faire d'eux. Si j'insiste sur cette sixième éventualité, c'est que ça devient dans beaucoup de centres hospitaliers, en tout cas dans beaucoup d'urgences, le cas le plus classique. Alors initialement, théoriquement, l'attente couchée, lorsqu'elle a été mise en place, initialement c'était en fait une grande pièce où on peut mettre, je sais pas, 5 ou 6 brancards, les uns à côté des autres, souvent séparés par un petit rideau, pour qu'il y ait un semblant d'intimité pour chaque patient. À la base, l'attente couchée était faite pour des gens qui étaient en attente de résultats de prise de sang ou de scanner. C'est-à-dire des gens qui devaient rester aux urgences quelques heures avant de savoir comment les orienter. Ça, c'était à la base. Ça, c'était au début. Maintenant, le drame, c'est que ces gens qui sont en attente couchée n'attendent plus le résultat des examens. Ils les ont déjà depuis longtemps. Ils n'attendent pas qu'une ambulance vienne les prendre pour les transférer ailleurs. Ils n'attendent plus depuis longtemps l'avis du spécialiste qui passe de temps en temps aux urgences pour avoir comme ça une vision plus proche du malade qu'il doit prendre en charge. Non, non, ces gens-là qui sont en attente couchée, ce sont des gens qui sont là parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital. J'insiste sur ça parce que c'est l'un des très très gros problèmes des urgences en France maintenant. Vous avez des services où le principal box maintenant est devenu l'attente couchée. Vous avez des services où vous avez 20 personnes, 30 personnes qui sont en attente couchée. C'est-à-dire ils sont sur des brancards. C'est ce qu'on appelle les brancards portes. Ils sont sur des brancards et on ne sait pas quoi faire d'eux. Et ce qui est absolument inhumain, c'est que ces gens-là, écoutez-moi bien, c'est que ces gens-là peuvent rester plusieurs jours sur un brancard au sein des urgences. Je l'ai vu de mes propres yeux, je le vois régulièrement. Vous savez, si j'ai choisi de faire de l'intérim comme médecin urgentiste, c'est aussi pour aller dans plein de centres hospitaliers voir un petit peu ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près 65 structures hospitalières déjà dans ma carrière. Donc je commence à avoir une vision un petit peu globale de ce qui se passe dans les hôpitaux. Je peux vous dire que j'étais dans certains hôpitaux, comme Bourges, Mulhouse, Challans près de Nantes, Aix-en-Provence, où vous avez 20, 30 brancards portes tous les matins. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez pour prendre votre garde, vous avez 20 ou 30 transmissions à la suite. Des gens souvent âgés, des gens qui sont fragiles, des gens dont on ne sait pas quoi faire. J'ai même croisé des médecins qui ont travaillé au centre hospitalier de Limoges, mais je vous cite des hôpitaux. Je ne jette pas la pierre sur ces hôpitaux-là. C'est propre à tous les hôpitaux de France de cette grandeur-là. Bourges, Limoges, ce sont déjà des villes importantes. Je ne vous parle même pas des CHU. Je ne vous parle même pas de ce qui se passe à Bordeaux, à Toulouse, à Clermont-Ferrand. Je vous parle d'hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Ou d'hôpitaux dans lesquels j'ai croisé des praticiens hospitaliers qui venaient de ces hôpitaux-là. Par exemple, au centre hospitalier de Limoges, donc au CHU de Limoges, il n'est pas rare d'avoir des gens qui restent 4-5 jours sur un brancard aux urgences. 4-5 jours sur un brancard aux urgences lorsque vous avez 85 ans. Enfin, on m'a même dit qu'il arrive de temps en temps qu'il y ait des gens à Limoges, mais je vous dis Limoges, mais je suis sûr que c'est dans des tas d'autres centres hospitaliers. Des gens qui, au CHU de Limoges, restent jusqu'à 10 jours sur un brancard. 10 jours sur un brancard.
C'est inhumain, c'est honteux, c'est indigne d'un pays comme la France qui se targue d'être la 5e ou 6e puissance mondiale, d'un pays qui se vante d'être membre permanent du Conseil de sécurité, qui a son droit de veto. Mais un droit de veto de quoi? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un droit de veto d'empêcher les gens aux urgences d'être 6 jours sur un brancard, des gens âgés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé des impôts toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, pour avoir quoi? Le droit de rester 5 jours sur un brancard parce qu'il n'y a pas de place pour eux, traités comme des chiens, à mendier un repas, un verre d'eau, à vouloir aller faire pipi, à vouloir aller aux toilettes. Et puis un brancard, ce n'est pas un vrai lit. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens âgés aux urgences commencer à faire des escarres aux urgences. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Une escarre, vous savez, c'est lorsqu'on commence à voir la peau fripée rouge et ça se transforme en trou dans les fesses, dans le bas du dos ou sur les genoux. Les soins d'escarre, c'est des soins chroniques. Par définition, l'escarre ne devrait pas exister aux urgences, on ne devrait même pas en parler, on ne devrait même pas savoir ce que c'est. C'est-à-dire qu'une infirmière aux urgences ne devrait même pas savoir soigner des soins d'escarre. Et pourtant, c'est en train de se faire en France. Aux urgences, normalement, aux urgences, les gens sont vus que quelques heures, ils sont orientés et c'est fini. Ce qui se passe en France, dans des hôpitaux comme Bourges, Clermont-Ferrand, Limoges, Aix-en-Provence, Mulhouse, Douai, Challans, enfin je pourrais en citer des tas des centres hospitaliers, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, où ce qui se passe, c'est scandaleux, c'est indigne, et c'est d'ailleurs pour cela que les soignants n'en peuvent plus, ils craquent. Comment voulez-vous, lorsque vous êtes infirmière aux urgences, déjà soigner les gens qui arrivent en urgence, mais aussi vous occuper de toutes ces dizaines de brancards qui sont dans les couloirs. J'ai vu des brancards aller jusque dans les chiottes des services, j'ai vu des brancards avec des gens, bien entendu, des brancards avec des gens sur les brancards. J'ai vu des brancards aller dans des couloirs sur 20 mètres. Des gens que l'on oublie. Moi, j'ai travaillé dans des services hospitaliers d'urgence en France où il y avait tellement de gens qu'on les oublie, on les oublie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont laissés à l'abandon. Mais quel système ne peut pas avoir honte de créer une situation comme celle-là? C'est ce qui se passe en France maintenant, aux urgences. C'est ce qui se passe. Donc ça, c'est la 6e éventualité de l'orientation, qui est en fait une non-orientation. C'est ces gens qui sont en brancard-porte, en attente au coucher. L'un des très nombreux problèmes aux urgences en France, c'est entre autres cette situation-là. Cette situation, les soignants ne la supportent plus. Cette situation est présente depuis déjà de très nombreuses années. Elle ne fait que croître. Et croyez-moi, ça va pas s'arrêter vite parce que l'avenir est encore plus sombre. Parce que lorsqu'on regarde la démographie de la population française, on se rend compte que les gens âgés en France seront de plus en plus nombreux. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, bien entendu. Donc voilà, je pense que vous savez tout sur l'organisation des urgences en France. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les urgences, c'est un observatoire important de santé publique. Ça reflète la société. Ça reflète la société à tous les niveaux, c'est-à-dire que l'hôpital, c'est finalement une vraie ville dans la ville. Vous avez des gens de différentes classes sociales, avec des différents salaires qui se côtoient. Vous avez le chirurgien qui va croiser la femme de ménage, vous avez le directeur ou le DRH,
qui croisera l'informaticien, qui lui-même croisera une infirmière, un interne, un étudiant, un cuisinier. Donc vous avez beaucoup de métiers différents au sein des urgences, et les urgences sont aussi vis-à-vis des patients et des gens qui arrivent et des moyens mis en œuvre. Les urgences, c'est en fait un témoin, surtout actuellement. C'est un témoin des échecs du fonctionnement de notre système de santé. Je dirais même plus loin, les urgences, c'est le témoin de l'échec de notre société en général. Les urgences, je pense que c'est la première porte, la première fenêtre qui s'ouvre et qui nous ouvre les yeux sur ce qui nous attend dans les prochaines années en France et en Occident en général. Un effondrement de notre système en général et en particulier de notre système de santé. Pour revenir aux urgences, vous avez bien compris que l'environnement des urgences est agressif, il est très agressif. On ne le perçoit pas comme ça rapidement lorsqu'on est patient, mais d'une façon générale, lorsqu'on rentre aux urgences, on sait que voilà, il y a la souffrance, il y a la mort, mais il y a aussi cette ambiance tendue, ce poids de frustration des soignants. On sent que ça grogne au fond d'eux. Ça sort de temps en temps, mais pas encore suffisamment. Je pense que ça va exploser. Je pense que ça va exploser. Mais cet environnement, il est agressif. Il est agressif physiquement, parce qu'il faut être debout tout le temps. On travaille la nuit, on saute des repas. Mine de rien, pour ceux qui sortent en SMUR, ils vont loin, ils vont sous la pluie, ils vont dans la boue. Et puis vous avez tous ces gens-là qui arrivent aux urgences de divers horizons. Donc c'est un environnement agressif physiquement, psychologiquement bien entendu, on n'y reviendra pas, et sensoriellement. Le bruit, les odeurs, les téléphones qui sonnent, tout ce brouhaha social qui s'engouffre comme un courant d'air au sein de l'hôpital et qui reste surtout aux urgences. Alors, pour travailler aux urgences, je pense qu'il faut avoir une personnalité très particulière, il faut avoir un profil, en tout cas il faut avoir un certain état d'esprit. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous dire un petit peu quelles devraient être les qualités d'un urgentiste et d'un soignant aux urgences en général. J'ai abordé plusieurs points. Le premier point, c'est que je pense qu'un urgentiste et une infirmière aux urgences, donc un soignant en général, donc urgentiste, infirmière, aide-soignante, ambulancier. Voilà. Mais bon, là, vu qu'on parle du médecin urgentiste, je parlerai pour le médecin urgentiste, mais cela, bien entendu, vaut pour toutes les autres professions qui bossent aux urgences. Je pense que le premier point pour un urgentiste, c'est de ne pas avoir peur du sang, de ne pas avoir peur des fractures ouvertes, des grosses plaies. Vous savez, il m'est arrivé des fois de suturer des plaies du cuir chevelu, ce qu'on appelle des scalps, et d'avoir affaire vraiment à des vrais scalps, un peu comme dans les films avec les Indiens, vous savez, qui scalpaient les gens. Bon, moi, j'ai par exemple vu des plaies qui allaient de derrière jusqu'au front, comme ça, là, de la nuque jusqu'au front, où on pouvait enlever la peau et voir tout le crâne. Bon, je pense que certains ne le supporteraient pas. Bon, voilà. Donc il faut ne pas avoir peur de tout cela quand on travaille aux urgences. Donc le sang, les grosses plaies, les fractures ouvertes. Quand même, une fracture ouverte, voir un os qui dépasse d'un bras ou voir un os qui dépasse d'une jambe, ça peut être impressionnant pour le citoyen lambda. Et puis, bien entendu, il y a toutes les morts violentes. Vous savez, lorsque vous sortez en SMUR et que vous voyez un gros accident de la route, un jeune qui s'est planté en moto, par exemple, et puis vous avez de la cervelle sur la route, comme ça, là, cette odeur de sang chaud sur le goudron, c'est quand même une odeur spéciale. Donc de la cervelle sur la route, de la cervelle sur le plafond aussi, pour ceux qui se mettent une balle, parce que vous savez, lorsque vous mettez une balle dans la tête,
ou par le menton, la porte de sortie de la balle est beaucoup plus grosse souvent que la porte d'entrée, surtout si c'est un gros fusil à chevrotine. Et donc, j'ai fait des sorties SMUR où quand vous arrivez, vous avez la tête qui est exposée avec des bouts de cervelle sur le plafond qui dégoulinent, hein, qui tombent, qui pendent. Bon, ça, malheureusement, c'est pas un film, hein. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité vraie, ça. Donc, des fois, il faut avoir le cœur bien accroché ou un estomac assez solide pour voir de la cervelle sur la route, de la cervelle sur le plafond, ou alors un pendu qui pend encore au bout de sa corde. Donc ça, je dirais, c'est la première qualité d'un urgentiste, c'est de ne pas avoir peur de ça, de faire en sorte que ça ne lui fasse ni chaud ni froid. La deuxième qualité pour un urgentiste, c'est, je pense, de ne pas être dégoûté par les mauvaises odeurs. Ce que je vous disais, hein, c'est cette agression sensorielle. Les mauvaises odeurs, ça fait partie du rayonnement des urgences quand même, hein. Donc c'est quoi les mauvaises odeurs? Vous imaginez bien, hein. C'est l'odeur de merde, parce que vous avez des gens qui ont des diarrhées, qui se chient dessus. Vous savez, lorsque vous êtes gravement malade, que vous êtes en train de crever, hein, que vous êtes donc en urgence vitale, les sphincters ne fonctionnent plus très bien et vous vous chiez dessus. Donc, sans compter bien entendu les gens âgés qui se chient dessus régulièrement, les changements de couches, etc. Donc, l'odeur de merde, alors, je vous rassure, on n'a pas l'odeur de merde tout le temps aux urgences, loin de là, bien entendu. Néanmoins, c'est assez fréquent d'avoir une petite odeur de merde qui arrive lorsqu'on travaille, et lorsqu'on rentre dans le box, là, ça pue vraiment. Donc, travailler avec une odeur de merde, je pense qu'on fait mieux comme cadre de travail, quand même, hein. Alors, l'odeur de pisse, bien entendu, hein. Les gens qui puent la pisse, il y en a énormément, hein. Donc, odeur de merde, odeur de pisse, le vomi, pas très agréable non plus, l'odeur de vomi. Il y a des gens qui saignent dans leur intestin, dans leur tube digestif. Souvent, c'est des saignements d'origine gastrique, donc l'estomac, et puis ils digèrent ce sang. Et puis ce sang, il sort par le rectum, et c'est du sang digéré qui a une odeur très spéciale, qui vous prend vraiment au nez. C'est ce qu'on appelle le méléna. L'odeur de méléna, on s'en souvient, ça pue vraiment, quoi. Ça pue le boudin, sauf que c'est pas mangeable comme du boudin. Et puis vous avez le sang sur la route, l'odeur de sang, donc je vous l'ai dit, l'odeur de sang frais sur le goudron au mois d'août, en plein soleil, ça a vraiment une odeur spéciale. On s'en souvient. Et puis la troisième qualité pour un urgentiste, ou pour un soignant qui travaille aux urgences, c'est d'avoir du sang-froid, de ne pas paniquer devant la grosse urgence. Voilà. Il faut être calme, il faut être serein. Et même si on a un certain stress au début, je parle plutôt pour les jeunes urgentistes, il ne faut surtout pas transmettre ce stress à l'infirmière qui travaille avec vous, a fortiori si elle aussi est jeune, et ne pas transmettre ce stress aux patients. Parce que, déjà, lorsque vous êtes malade, ça vous stresse, mais alors si vous sentez que les soignants qui s'occupent de vous sont eux-mêmes stressés, ça n'arrangera pas les choses. Donc, un urgentiste de qualité, c'est un urgentiste qui a du sang-froid et qui gère, en fait. Il gère calmement les choses. Il doit bien entendu savoir faire les gestes qui sauvent, bien entendu, être entraîné et bien les faire. Alors les gestes qui sauvent, c'est le massage, il faut ventiler, il faut savoir choquer, il faut savoir intuber les gens, il faut les drainer, il faut savoir bien mettre une perfusion rapidement, etc. Donc voilà, il faut qu'ils sachent faire des gestes qui sauvent, tout en prenant des décisions rapides, hein, sans se tromper. Et j'insiste toujours sur cela, hein, c'est comme pour un match de foot, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut gérer, il faut être calme, il faut avoir du bon sens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours la vie du patient entre ses mains.
Donc prendre les décisions appropriées sans se précipiter, c'est par exemple, je ne sais pas moi, celui qui a une hémorragie interne, le patient qui a une hémorragie interne, il faut s'adapter, il faut se dire est-ce que je l'envoie rapidement au bloc opératoire, est-ce que je le transfuse, est-ce qu'il a le temps d'aller au scanner, est-ce qu'il faut euh, appeler de suite le chirurgien. Voilà, c'est souvent pas vraiment évident à prendre comme décision lorsqu'on a une urgence vitale. Et en sortie SMUR, c'est la même chose. En sortie SMUR, bon bah voilà quoi. Lorsque vous sortez sur une femme enceinte qui va accoucher incessamment sous peu, bah, il faut savoir si vous faites l'accouchement sur place chez les gens ou si vous avez le temps de ramener en obstétrique. Dans une structure bien plus adaptée, avec des gynécologues obstétriciens, avec des sages-femmes, etc. Faire des accouchements sur place, c'est jamais vraiment évident, surtout pour un urgentiste. Ou alors vous avez aussi l'accident de la route, classique, le patient qui est incarcéré dans sa voiture. Donc vous vous dites, je fais quoi? J'attends que les pompiers désincarcèrent le malade pour le prendre en charge, au risque que ça soit trop tard. Ou alors, est-ce que je vais le prendre sur place, dans son siège, le prendre en charge dans son siège, au risque de retarder l'évacuation par les sapeurs-pompiers? Tout ça, c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre sur le champ, comme ça. Donc tout ça fait que, effectivement, la qualité pour un urgentiste, c'est vraiment d'avoir du sang-froid pour prendre les bonnes décisions et ne pas paniquer. Parce que lorsqu'on panique, on prend les mauvaises décisions. Et quand un urgentiste prend les mauvaises décisions, ça peut être très rapidement dramatique. Donc avoir du sang-froid, avoir de l'expérience, avoir, je dirais, une solide expérience pour faire en sorte que les choses se passent tranquillement et de façon fluide. Quatrième qualité pour un urgentiste, en fait, il faut être en bonne forme physique et mentale. Je dirais même être vraiment en bonne forme physique. Un urgentiste, il doit prendre sa garde vraiment reposé. Et puis il doit être en forme. Être 24 heures debout, marcher, sortir, se cambrer, suturer, piétiner, il faut quand même être en forme, quoi. Il faut pas, voilà. Et puis il y a des services où l'urgentiste sont en SMUR 4 fois sur 5 en hélicoptère. Par exemple, j'ai pris des gardes à Rodez, dans le sud-ouest. À Rodez, la sortie SMUR ne se faisait pas en voiture, ça se faisait en hélicoptère, parce que ce sont des régions, bien entendu, où c'est des kilomètres et des kilomètres de virages, et donc on est beaucoup plus rapidement arrivé en hélicoptère. Et mine de rien, l'hélicoptère, ça fatigue, ça vibre, on monte, on descend, ça tourne, il y a des trous d'air, des fois on fait des chutes de 5-10 mètres brutalement, comme ça, et puis un transfert, parce qu'après, vous avez des médecins de transfert qui transportent les gens en hélicoptère d'un point A à un point B. Comme je vous l'ai dit, le médecin du transfert, il va chercher un malade dans un hôpital pour le transférer dans un autre hôpital plus approprié. Bon, lorsque vous devez transférer un malade relativement loin, à 200 ou 300 bornes vers un gros CHU, être 45 minutes comme ça, dans un hélicoptère qui vibre, avec le bruit, avec un petit peu le stress, tout ça, il faut quand même être en bonne forme physique pour après réenchaîner sur les urgences et sur d'autres sorties SMUR. Donc, bonne forme physique, bonne forme mentale, ça c'est très important. Parce que les gardes de nuit, ça use, les repas sautés, ça use, travailler le week-end, enchaîner les gardes, ça use, et puis c'est quand même un métier pénible. Les urgences, c'est un métier pénible qui peut être désocialisant très rapidement, on peut être très vite en marge de la société parce que
eh ben, ce métier-là a vraiment des répercussions sur la vie privée. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut être en bonne forme mentale, parce que ce métier a forcément des répercussions sur la vie privée. Quelles sont les répercussions sur la vie privée? Bah écoutez, bah, c'est une fatigue chronique, donc on s'occupe moins des problèmes administratifs, on va s'occuper moins des problèmes de la vie de tous les jours, des enfants, des factures, enfin des activités pour les enfants, hein, je dis bien, pas les enfants eux-mêmes, quoique les factures, les sorties scolaires, les réunions de parents d'élèves, les réunions de syndic, les réunions de famille, les réunions entre amis. Il est évident qu'il y a un désinvestissement social réel à ce niveau-là. Le truc classique, c'est, je ne sais pas, quoi, vous revenez de garde, vous êtes vidé, et puis vous êtes appelé par des amis pour sortir le soir. Ou les voisins ils vous invitent à prendre un pot. Vous êtes trop fatigué, vous en avez marre. C'est-à-dire que vous avez parlé et vous avez été sous tension pendant 24 heures. Quand vous rentrez chez vous, vous voulez être tranquille, vous voulez être dans le silence. Vous voulez vous ressourcer, recharger les batteries. Donc ressortir avec du bruit, avec toute la nuisance sonore, même si c'est agréable, même si c'est convivial, festif, au bout d'un certain temps, ça ne vous intéresse plus. Vous voulez vous reposer. Donc forcément, vous avez un désinvestissement social qui va en croissant. Vous repliez de plus en plus. L'hôpital est devenu un petit peu votre vie. Et il n'est pas rare, je pense même que c'est dans la très grande majorité des cas, en tout cas pour ma part, la très grande majorité de mes collègues urgentistes sont tous divorcés. Voilà. Il y a systématiquement un divorce qui arrive après. Divorce qui arrive parce que bah, il est très difficile de comprendre l'état d'esprit et la vie d'un urgentiste. D'une façon générale, je pense qu'il est très difficile pour le conjoint d'un médecin d'être son conjoint, en fait. Il est très difficile d'être le conjoint d'un médecin. Je me souviens, lorsque j'ai été étudiant en médecine, en stage, j'avais parlé avec des infirmières qui m'ont dit un médecin, il faut l'avoir plutôt comme ami, mais pas comme conjoint. Je pense que c'est une phrase vraie. Alors, d'une façon générale, il est difficile de vivre avec un urgentiste, mais avec une infirmière des urgences aussi, c'est-à-dire avec tout personnel travaillant aux urgences. Je crois que c'est difficile d'être le conjoint de ces gens-là, pour divers motifs, bien entendu. Donc, un médecin doit être en bonne forme physique, il doit être en bonne forme mentale, avoir une vie équilibrée, ce qui est déjà très difficile, avoir une vie familiale et équilibrée, ce qui est très difficile aussi, parce que vivre avec un médecin urgentiste ou une infirmière aux urgences, c'est vivre avec quelqu'un qui sera de garde le week-end, qui ne rentrera pas la nuit, qui fera les jours fériés, qui enchaînera, qui sera crevé, et donc qui n'aura pas une vie classique et normale comme la grande majorité des gens. Donc, dans ce métier désocialisant qu'est celui de travailler aux urgences, je pense qu'un urgentiste doit être bien entouré dans sa vie privée, mais je dirais même encore plus, il est très important pour lui de surtout ne pas être mal entouré. Ça, c'est le pire, parce qu'un urgentiste, lorsqu'il rentre chez lui, il a besoin de recharger les batteries. Donc il a besoin de se reposer, il a besoin d'être épaulé, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être compris, même si c'est difficile de comprendre ce que l'on fait aux urgences. Et ce qui est très difficile pour un urgentiste, c'est d'évoluer avec des gens de la famille qui ne comprennent pas ce que c'est que cette profession et qui exercent une certaine pression en plus. Pression sociale, du style oui, tu es pas venu, tu es toujours fatigué, t'es pas sorti ce week-end, on avait des choses à faire, tu as pas voulu venir, c'est pas bien, on culpabilise, et ça se finit régulièrement avec un divorce. Donc être en bonne forme mentale
et en bonne forme physique. C'est important pour un médecin parce que si lui-même n'est pas en forme, il ne peut pas trop bien s'occuper des gens. Il les écoutera moins bien et donc forcément, il s'en occupera moins bien. Et puis, cinquième qualité que doit avoir un médecin urgentiste, c'est un certain état d'esprit. Il doit être pragmatique et il doit connaître ses limites surtout. Il doit savoir passer la main au spécialiste quand il le faut. Ni trop tôt, ni trop tard. L'urgentiste, dans son état d'esprit, doit aller droit à l'essentiel. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est frustrant quand on travaille aux urgences, c'est qu'on ne peut pas suivre le patient jusqu'au bout. On le voit qu'un certain temps, et puis on le transmet très rapidement, en tout cas si on le peut, bien entendu, on le transmet après à un autre médecin. Donc il n'y a aucun suivi. Et ça peut être assez frustrant pour des profils de médecins ou d'étudiants en médecine qui aiment bien prendre en charge les patients de A à Z. Aux urgences, tu ne prends pas les patients de A à Z. Tu t'occupes des premières lettres, mais pas du Z. Ou alors le Z, c'est quand tu fais le certificat de décès. Bon, comme suivi du patient, on peut faire quand même un petit peu mieux. Donc, celui qui se sent frustré de ne pas soigner les patients de A à Z aux urgences n'a strictement rien à faire aux urgences. Malheureusement, on voit encore certains médecins aux urgences qui veulent soigner les gens de A à Z et qui vont les prendre une journée entière pendant des heures et des heures et des heures et ne voir qu'un patient alors que l'autre médecin, lui, on a vu, je sais pas, une dizaine. Ça peut arriver, je l'ai déjà vu. Donc, qualité pour un urgentiste, c'est de savoir qu'il va voir le patient juste un certain temps et qu'il ne pourra pas le suivre. Ce qui peut être un petit peu frustrant, effectivement. Et puis, sixième qualité que doit avoir un urgentiste, c'est qu'il doit être quand même un petit peu doué avec ses mains. Alors, je vous avais dit qu'il doit être en forme physique et en forme mentale, ou psychologique. Il doit aussi quand même être doué pour faire certains gestes, parce que alors il y a des gestes qui sauvent, et puis il y a les gestes qu'un médecin aux urgences doit savoir faire. Et pour faire ces gestes-là, faut pas être manchot, quoi. Il faut vraiment faire ces gestes vite et bien. Alors, quels sont ces gestes-là, comme ça, en vrac lorsqu'un urgentiste fait une anesthésie générale, lorsqu'il intube les gens, il va mettre un tuyau dans la gorge afin que ceci soit adapté au respirateur, donc la machine qui va aider le patient à respirer alors qu'il est endormi. Il ne faut pas se tromper de trou, il faut savoir intuber. Ça, c'est un geste à acquérir et il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe de trou et qu'on met de l'air dans l'estomac, c'est pas du tout la même chose que de mettre de l'air dans les poumons. Si on met de l'air dans l'estomac, ça rentre pas dans les poumons, le patient s'étouffe, il meurt. Donc, bien savoir faire ce geste-là aux urgences est primordial. Si je vous dis ça, c'est que parfois, il y a encore certains petits gags, d'accord ? Donc, savoir bien intuber, c'est primordial pour un urgentiste. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'il sache faire des gestes comme drainer les jeux. Donc, on met des tuyaux dans le thorax pour les gens qui ont trop d'air ou trop de sang ou qui s'étouffent. C'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Quand on a trop d'air dans les poumons, c'est un pneumothorax. Il faut savoir drainer, parce que si on ne draine pas le pneumothorax, donc si on n'enlève pas l'air qui se trouve en trop dans les poumons, le patient va s'étouffer et mourir. Donc il faut que l'urgentiste sache drainer. Et puis il faut que l'urgentiste sache mettre une sonde urinaire, parce qu'il est fréquent d'avoir des hommes qui ont une trop grosse prostate, ils se retrouvent bloqués, ils ne peuvent plus uriner, et donc ils ont une vessie qui gonfle, qui gonfle et qui gonfle. Souvenez-vous, quand vous avez envie de faire pipi et que vous n'y arrivez pas, lorsque la vessie est sous tension, ça peut faire très très mal. Imaginez que si on laisse évoluer, je dis pas que ça va exploser, mais ça remontera sur les reins, il y aura une insuffisance rénale, etc. Donc il faut savoir drainer cela. Donc il faut que l'urgentiste sache mettre une sonde urinaire. Ce sont les infirmières qui le mettent régulièrement, mais il faut que l'urgentiste sache le faire. Et si on n'arrive pas à mettre une sonde urinaire,
parce que c'est bloqué, parce que la prostate, elle bloque trop, et il faut savoir mettre ce qu'on appelle un cathé suspubien. Donc on transperce le bas du ventre, sous le nombril, pour faire un trou dans la vessie afin que les urines s'évacuent par un petit tuyau. Donc ça, ce sont des gestes à savoir faire. Alors, ces gestes-là, dans les gros hôpitaux, ce sont les chirurgiens qui les font. Mais dans les petits hôpitaux où il n'y a aucun chirurgien, c'est l'urgentiste qui fait ça. Et il doit savoir le faire. On ne va pas transférer un malade juste pour mettre un cathé suspubien et lui faire 60 km en ambulance juste pour faire ça. Les autres gestes, bien entendu, c'est les sutures. Un urgentiste doit savoir bien suturer. Et puis une suture mal faite, vous avez des cicatrices à vie. Donc être doué avec ses doigts, être doué avec ses mains pour savoir faire de bonnes sutures, a fortiori chez les enfants ou chez les jeunes filles, voilà, il faut quand même savoir bien faire cela. Hein. Bien entendu, il faut savoir mettre des voies veineuses très rapidement. Hein. Il faut savoir aussi, lorsqu'il n'y a aucune voie veineuse qui est accessible pour une infirmière, il faut savoir mettre ce qu'on appelle une voie veineuse centrale, c'est-à-dire trouver une veine qui est non pas superficielle, mais centrale. Donc des veines par là, dans le cou ou au pli de l'aine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une voie veineuse centrale. C'est un geste qui doit savoir être fait. Puis il faut savoir faire des plâtres, des attelles. Il faut savoir bien faire les plâtres, parce que vous savez, un plâtre mal fait, ça peut être très très ennuyeux, ça peut faire mal, il peut y avoir des séquelles, ça peut se compliquer. Un plâtre trop serré, ça peut être dramatique pour un bras ou une jambe. Et puis il faut savoir aussi faire des méchages, les méchages pour ce qu'on appelle les épistaxis. Quand les gens saignent du nez, il faut savoir leur mettre des mèches dans le nez, voire des fois des sondes avec des ballonnets qui se gonflent quand vraiment vous avez un saignement massif. Donc ça, ce sont des gestes à savoir faire. Là, c'est la même chose, on ne va pas appeler l'ORL systématiquement pour un saignement de nez. Hein. Il faut savoir faire ce geste-là. Et puis il faut savoir faire aussi, par exemple, les ponctions lombaires. C'est un geste relativement fréquent aux urgences aussi. Hein. La ponction lombaire, c'est on met une petite aiguille dans le bas du dos pour retirer du liquide céphalo-rachidien, pour faire une analyse de ce liquide quand on suspecte, par exemple, une méningite. Donc c'est quand même important de savoir faire ce qu'on appelle une PL, ponction lombaire, PL. Donc tous ces gestes-là, c'est l'urgentiste qui doit savoir les faire, il doit savoir bien les faire et relativement vite, parce que vous imaginez que s'il met 2 heures juste pour faire une PL, vous avez tous les patients qui s'accumulent aux urgences, et puis ça va prendre un retard certain. Donc un geste bien maîtrisé par un urgentiste, c'est toute la fluidité du circuit des urgences qui peut changer. Donc très important. Donc ça, c'est la 6e qualité que doit avoir un urgentiste, être doué avec ses mains. J'ai croisé de nombreux urgentistes très intelligents, avec une tête bien pleine, en bonne forme physique et psychologique, et ne pas être bon pour les gestes. Et là, ça change tout. Ça change tout. Et enfin, 7e qualité qui, pour moi, je pense, est essentielle pour un urgentiste, c'est d'être sociable et d'avoir l'esprit d'équipe. Voilà, il faut qu'il sache travailler en équipe. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, travailler en équipe, c'est aussi travailler avec ses confrères. Un urgentiste doit, je pense, être confraternel, vraiment. C'est-à-dire s'entendre avec tous les médecins de l'hôpital. Surtout avec les médecins avec qui il aura affaire régulièrement durant sa garde. Un urgentiste, durant sa garde, il aura de nombreux amis, entre guillemets. Les amis confrères de l'urgentiste, c'est avant tout le radiologue, parce que un urgentiste, quand il prend en charge les gens, comme je vous l'ai expliqué, il demande des prises de sang, il demande des radios, mais il demande régulièrement des scanners, voire des échographies. Le scanner et l'échographie, c'est en accord avec le radiologue. Donc l'urgentiste doit appeler le radiologue pour lui expliquer un petit peu le cas, afin que le radiologue accepte ou non de faire un scanner ou une échographie. Bon, en pratique, il y a rarement de gros soucis, mais quand même, si l'urgentiste ne s'entend pas avec le radiologue ou s'il s'est engueulé avec lui, le radiologue voudra un petit peu se venger et refuser certains examens, ce qui peut retarder finalement la prise en charge
des gens et donc finalement emboliser un petit peu le flux des urgences. Donc un urgentiste doit avoir comme bon ami le radiologue. Il doit avoir aussi comme bon ami le chirurgien, parce que bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'un des aspects de l'orientation de l'urgentiste, c'est le chirurgien, le bloc opératoire, le service de chirurgie. Donc ça sera la chirurgie orthopédique pour les fractures, la chirurgie viscérale et digestive pour les problèmes au ventre, l'urologie pour les problèmes de prostate, colique néphrétique, etc. Et le neurochirurgien pour les problèmes de saignement dans la tête et autres traumatismes crâniens. Et puis le troisième ami de l'urgentiste, c'est le cardiologue, très important, parce que tous les gens qui font des infarctus, il y en a énormément. Hein. Vous savez, l'infarctus, donc ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu, c'est encore la première cause de loin de mort urgente en France. Hein. Ça représente à peu près 30 à 35 000 morts par an. Hein. Juste à titre indicatif, les accidents de la route, c'est 3 000, 3 500 morts par an. Donc c'est 10 fois moins. Donc l'urgentiste, durant sa garde, aura très souvent affaire au cardiologue au moins une fois ou deux dans sa garde. Ça, c'est du classique. Et puis, il faut que l'urgentiste s'entende bien avec le neurologue aussi, parce que tous les accidents vasculaires cérébraux qui arrivent sont relativement nombreux. C'est une prise en charge qui est quand même spécifique. Et très souvent, le neurologue, on lui demande son avis pour savoir un petit peu ce qu'il en pense. D'autant plus qu'après, ces gens-là, de façon optimale, doivent être pris en charge en neurologie. Ce qu'on appelle unité neurovasculaire, UNV. Ça, c'est pour les accidents vasculaires cérébraux récents. Et puis, l'urgentiste doit bien s'entendre avec le réanimateur, parce que, comme vous le voyez, c'est l'urgentiste qui sera en première ligne pour toutes les urgences vitales, mais après, lorsque les urgences vitales sont stabilisées, 9 fois sur 10, elles vont aller en réanimation. Donc c'est le réanimateur qui va prendre la suite. Donc il faut que l'urgentiste ait de bons rapports avec le réanimateur pour que les choses soient bien plus fluides. Et puis, accessoirement, de façon moins fréquente, l'urgentiste sera en rapport avec le gynécologue obstétricien, le pédiatre, le chirurgien vasculaire lorsque les vaisseaux se bouchent, l'ORL, bien entendu, l'ophtalmologue, maxillofacial pour tout ce qui est fracture donc le visage, etc., etc. Et enfin, l'urgentiste doit bien s'entendre avec le médecin traitant. C'est quand même important. Parce que les urgences, c'est la frontière entre la médecine générale et l'hôpital. Et donc cette interface entre la médecine de ville et l'hôpital se passe aux urgences. Donc l'urgentiste sera régulièrement en rapport avec les médecins traitants, ne serait-ce que pour savoir le profil des patients qui arrivent aux urgences, et des fois rappeler le médecin traitant quand l'urgentiste laisse rentrer le patient chez lui. Et puis surtout, si l'urgentiste a de bons rapports avec les médecins traitants, les rares médecins traitants qui restent encore actifs en France, en verront peut-être, en tout cas, réfléchiront à 2 fois avant d'envoyer un malade aux urgences pour essayer de soulager un urgentiste qui est déjà en souffrance et surmené. Donc, un urgentiste doit avoir de bons rapports confraternels parce que l'urgentiste, c'est le médecin en France, c'est la spécialité médicale en France qui a les plus nombreux rapports avec ses confrères spécialistes. Le cardiologue dans son service, je pense qu'il aura rarement des rapports avec un gastro-entérologue, un urologue, ou a fortiori avec un gynécologue obstétricien. L'urgentiste, lui, de par sa profession transversale, sera en rapport avec tous les spécialistes. Donc un urgentiste doit avant tout être sociable et confraternel. À la limite, un chirurgien, s'il n'est pas très sociable, s'il est un peu, comme ça, c'est pas dramatique. La priorité, c'est qu'il opère bien. Voilà. Et puis, le chirurgien, il est en fin de chaîne. C'est-à-dire, c'est le dernier maillon de la chaîne qui va prendre en charge le patient. Donc, il va faire son boulot, il sera vraiment en rapport avec les autres médecins. Un urgentiste, lui, il est en rapport toute la journée avec tous les autres docteurs. Donc ça, c'est au niveau des confrères. Et puis, au niveau de l'équipe, il faut que l'urgentiste sache travailler en équipe.
C'est-à-dire qu'un urgentiste dans son service d'urgence, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Alors c'est certes un maillon très important, c'est le principal maillon, mais ce n'est qu'un maillon d'une chaîne. Si le manipulateur radio veut pas travailler, l'urgentiste n'aura pas de radio. Si l'infirmière elle veut pas travailler, bah, l'urgentiste il va mettre beaucoup plus de temps à soigner les gens, parce que si vous imaginez que c'est l'urgentiste qui va mettre la perfusion, faire les pansements, s'occuper d'envoyer les tubes au laboratoire, etc., etc., on ne s'en sort plus. C'est-à-dire que l'infirmière aux urgences est une aide absolument primordiale et précieuse pour un médecin. Donc si le médecin ne s'entend pas avec l'infirmière, là ça peut être une garde horrible, et la prise en charge sera beaucoup moins bonne, beaucoup moins bonne. Donc un urgentiste, il ne doit pas se croire le centre du monde, il ne doit pas se croire Dieu sur terre, il faut qu'il sache travailler en équipe, parce qu'il a besoin de l'infirmière. Il a besoin du manipulateur radio, il a besoin du laborantin, il a besoin de son ambulancier en SMUR pour avoir vite le matériel qu'il faut pour sauver les gens. Donc, l'urgentiste doit savoir travailler en équipe, mais c'est plus que ça. L'urgentiste, c'est comme un chef d'orchestre. Mais c'est même plus qu'un chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre, lui, ne joue aucun instrument. Il a sa petite baguette, et puis ce sont les autres qui jouent un instrument. L'urgentiste, lui, c'est un chef d'orchestre qui, en même temps, joue plusieurs instruments. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette image. Et surtout en SMUR. Parce que, autant à l'hôpital, l'urgentiste est en rapport avec les autres professionnels, autant en SMUR, quand un urgentiste sort, par exemple, sur un accident de la route, et ben, sur la route elle-même, vous avez donc les gens, mais vous avez aussi les gendarmes, vous avez aussi les pompiers, vous avez même des fois des journalistes, enfin un journaliste qui vient pour savoir un petit peu si cet accident est grave ou pas, pour vite écrire sur le journal local le soir même ou le lendemain, dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc un urgentiste, il sera en rapport avec énormément de gens, et c'est la décision de l'urgentiste qui va engendrer toute la suite du système de soins. Donc c'est un chef d'orchestre, c'est celui qui dirige une équipe, c'est celui qui gère le facteur temps. On peut dire que l'urgentiste est le maître des horloges. Si un urgentiste ne travaille pas, s'il ne veut pas travailler, eh ben, c'est tout le service d'urgence qui est bloqué. Hein. Si l'urgentiste veut se prendre une pause de 3 heures, eh ben, c'est tous les gens qui gravitent autour qui vont attendre 3 heures de plus. Donc l'urgentiste, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui dirige une équipe, mais il n'est rien sans son équipe. En tout cas, il n'est pas grand-chose, surtout à l'hôpital. Donc voilà, génial, on se dit, l'urgentiste est pétri de qualité, les infirmières qui travaillent aux urgences sont pétries de qualité, et donc on peut se dire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, les choses se passent bien, il y a des professionnels qui sont excellents, bien formés, volontaires, travailleurs. Le problème, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça aux urgences. Ni pour l'urgentiste, ni pour les infirmières. Donc, cause des problèmes aux urgences, conséquences des problèmes aux urgences et éventuelles solutions, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, où là, je vous expliquerai exactement ce qui ne va pas aux urgences, point par point. J'espère qu'on n'en oubliera aucun. Et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça sera la partie numéro 5. Cette partie numéro 4 a été, je pense, très longue, mais je pense nécessaire pour que vous sachiez exactement l'organisation des urgences et ce qui se passe réellement au jour le jour. Voilà, à très bientôt les amis, et je ne doute pas une seconde que l'on se reverra très rapidement.